Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais donc vous parler du mode d'administration multispot du laser et partager notre expérience de ce type de laser que nous utilisons depuis presque 4 années maintenant. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit que ce soit d'un appareil compact ou d'une console plus complète, d'administrer en un coup de pédale de multiples impacts qui sont très courts. On en a parlé avec la communication précédente. Et pour ce faire, on va choisir une grille avec de multiples impacts qui va être différente en termes d'espacement ou de forme selon la localisation et la pathologie à traiter. Les images que je vous présente sont effectuées à partir du laser 532 nanomètres, vert donc. Alors ce que l'on sait maintenant depuis plusieurs années de pratique, c'est qu'on obtient, je vous ai mis les quelques publications récentes qui traitent de l'ensemble de ces nouveaux paramètres, et on obtient une efficacité qui est comparable dans l'ensemble des indications que sont la rétinopexie, la régression des néovaisseaux diabétiques ou l'œdème maculaire. On fait ceci en sécurité avec une forte diminution des œdèmes maculaires diabétiques secondaires à la panphotocoagulation rétinienne, des cicatrices qui sont localisées, moins importantes, et une sensibilité rétinienne qui est augmentée avec ce type de paramètres. Ceci se fait au bénéfice de douleurs moins importantes et d'éblouissements moins importants pour le patient, confort aussi pour l'ophtalmologiste avec ces nouvelles technologies, et une durée globale de traitement moins importante, avec un nombre de séances moins important et des séances plus courtes. Alors, pourquoi on en arrive là? Eh bien, c'est parce que nous avons changé nos paramètres de photocoagulation. Et premièrement, le temps d'exposition qui est devenu très court. Vous voyez ici une petite vidéo qui image l'administration d'une grille 5 sur 5 sur la mousse de l'accoudoir. Et on est passé de temps de 100 millisecondes à 10 millisecondes, ce qui est en sécurité et loin de l'effet disruptif du laser vert. Et une fois qu'on a fixé cette durée, on augmente la puissance sur des puissances de 300, 400, voire plus, en fonction de la clarté des milieux. Ces nouveaux paramètres permettent d'avoir un effet qui est localisé en rétine externe avec une moindre diffusion thermique, que ce soit au niveau épithélial en latéral ou en profondeur au niveau de la choroïde, là où sont les récepteurs sensoriels de la douleur. La deuxième caractéristique, bien entendu, ce sont les impacts qui sont quasi simultanés, avec une régularité de ceux-ci, imagée ici sur une coupe OCT, au-delà de l'arcade temporale, et ici sur une administration en grille maculaire. Voilà les paramètres donc, dont je vous parlais, qui ont été déjà précédemment évoqués, donc je vais passer plus rapidement, avec une durée de 10 à 20 millisecondes pour la périphérie, 10 millisecondes pour le traitement maculaire, et des puissances qui vont fluctuer en fonction de l'effet voulu. Il y a une notion donc, qui est très importante, c'est la notion de seuil de puissance. On va, sur un impact test, apprécier la puissance et l'effet désiré, et ensuite on va administrer la grille. Vous voyez ici une comparaison sur des clichés OCT en paramètres classiques et en paramètres multifocaux. On a des impacts qui peuvent être irréguliers dans leur espacement et on obtient parfois cette espèce de cavitation au niveau des couches nucléaires externes avec une atteinte à la fois de la rétine interne et de la rétine externe. Les effets de laser court montrent une atteinte exclusivement de la rétine externe avec des impacts qui sont plus réguliers. Qu'est-ce que cela donne au bout d'un mois et à plus long terme? On voit ici sur les impacts en court multispot une atteinte localisée de la rétine externe, une bonne conservation des couches des photorécepteurs et une intégrité des couches nucléaires internes. Il y a cet aspect à type d'arche qui avait été décrit par l'équipe de Créteil. Côté paramètres classiques, on voit une désorientation plus importante de la rétine avec un effet fenêtre de l'épithélium pigmentaire plus important. La taille
in fine des impacts en paramètres classiques est à peu près correspondante à l'impact réalisé le jour J. Par contre, en paramètres multispot, elle a tendance à être plus petite. Il faudra en tenir compte dans l'espacement de nos patterns utilisés. Ici, des clichés au niveau maculaire, où l'on observe à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire ici en multispot, un impact qui est localisé et une intégrité des couches nucléaires internes. Alors, comment on réalise en pratique, en multispot, notre panphotocoagulation? Je partage avec vous notre expérience qui pourra être discutée ensuite. On fixe le diamètre n'a pas changé. Ensuite, on recherche le seuil de puissance. Et là, il faut ressortir au fond du tiroir de la lampe à fente la tige de mise au point de la lampe à fente, car il est vraiment très important que chaque opérateur fasse sa mise au point pour que sa mise au point corresponde à la mise au point du laser et que la grille soit administrée très précisément. Ensuite, on teste la puissance en montant par tranche de puissance jusqu'à arriver à l'effet voulu. Puis on choisit sa grille, qu'elle soit de 3x3 ou 4x4 par exemple pour la périphérie. Et on choisit l'espacement. L'espacement standard est de 0,75 à peu près. En rétro-équatorial, on peut diminuer un peu parce que les cicatrices, au final, vont être assez fines. Donc vous voyez ici l'écran tactile avec le choix des différents patterns en fonction des applications. La vidéo en bas à gauche vous montre le choix des grilles en 4x4 ou 3x3 après la phase donc de titrate. Et à droite, la gestion de l'espacement, où on a ici une grille qui est trop espacée, que l'on va réduire pour avoir des impacts correctement administrés. Ensuite, on prend bien entendu un verre qui est plutôt contact pour avoir plus de stabilité et une meilleure mise au point. Sur des grilles assez larges, il est plutôt déconseillé d'utiliser le verre à 3 miroirs, car on va avoir du mal à gérer l'effet de bord du miroir ou du verre pour administrer la totalité de la grille. L'étape vraiment très importante du processus, c'est le réglage du seuil de puissance. Vous voyez ici un impact grossi d'une photo faite juste après une séance, donc avec un aspect qu'on devine en cocarde. C'est probablement un impact qui est plutôt un peu sous-dosé pour une panphotocoagulation rétinienne, et la cicatrice en fait correspondra probablement à la partie centrale la plus blanche, et donc un petit peu lâche pour une panphotocoagulation rétinienne. Vous voyez ici cette photo d'un patient qui a été traité donc, en plusieurs séances, et ce que je vous ai entouré de bleu correspond probablement à ce type d'impact, avec des impacts qui sont un peu lâches, alors qu'ici sur une autre séance, on a probablement des impacts un peu trop appuyés, qui sont parfois confluents ici, et donc il sera vraiment particulièrement important de gérer sa puissance en fonction de la localisation et de la clarté des milieux, et ne pas hésiter à repasser en monopoint pour régler en fonction de la localisation. Vous voyez ici un exemple de panphotocoagulation rétinienne qui image la régression de la néovascularisation. Traditionnellement, on réalise la coagulation en 3 séances. Du fait de la sécurité et de l'administration de multiples impacts, il est sont décrites des panphotocoagulations rétiniennes en une séance. Et un aspect donc, de ces nouveaux paramètres, c'est qu'ils ont abouti à une nouvelle stratégie dans notre traitement. Il était classique de décrire en administration radiaire 5 ou 6 séances pour une panphotocoagulation rétinienne. Nous avons changé notre schéma de traitement plutôt pour un traitement concentrique, car par exemple sur le méridien ici jaune, on va pouvoir administrer une puissance constante parce qu'on est à la même distance du globe et avec la même forme de grille. En revanche, sur le cercle rouge, on aura plutôt des puissances moins importantes et des patterns plutôt arciformes pour coller à la périphérie rétinienne. La stratégie globale de la prise en charge de la rétinopathie a changé aussi grâce au multispot et à l'avènement des anti-VEGF. Et dans la séquence de traitement,
on avait tendance à faire une panphotocoagulation rétinienne, puis envisager la chirurgie de la cataracte, contrôler éventuellement l'œdème maculaire secondaire par une injection de corticoïdes et faire une grille maculaire. À l'heure actuelle, on va aller plus rapidement vers la phacoémulsification associée à un anti-VEGF, par exemple. Et dans le mois, on prévoira de faire la panphotocoagulation rétinienne rapidement. Et tout ceci va permettre d'améliorer fonctionnellement le patient plus rapidement. On peut conseiller de commencer la panphotocoagulation rétinienne supérieure, car si une hémorragie intravitréenne survient, et le chirurgien vitro-rétinien aura plus facilement, le geste sera plus facile pour la coagulation inférieure que supérieure, parce qu'on est parfois en opposition au niveau de nos fibres endolaser de plus en plus fines et souples. Ici, une application pour la rétinopexie périphérique avec une déchirure supérieure. L'application de grille dans cette indication est plus délicate car on est en extrême périphérie, souvent en bord de verre et à proximité de l'iris. Et souvent, le retour à l'ora serrata se fera en monopoint répété. Qu'en est-il de la coagulation maculaire? Je vais passer plus rapidement car le sujet a été traité de manière complète au niveau des paramètres dans la présentation précédente. Que nous apporte l'administration en multipoint? C'est une forme de sécurité parce qu'on a l'option de point de fixation central qui permet de contrôler le centrage de nos impacts et de bien matérialiser la fovea au cours de la séance. Ici, par exemple, au centre d'une circinée, on pourra faire une grille 3/3, mais on n'ira pas beaucoup plus loin en termes d'administration. Et surtout, il faudra s'aider de l'épaisseur maculaire pour régler la puissance. Dans le cas des œdèmes diffus, c'est clairement une indication de deuxième ligne par rapport aux anti-VEGF. Et comme je vous le disais, on va s'aider du mapping maculaire pour régler la puissance qui va être différentielle. Ici, les impacts ont marqué. Ici, ils ont moins marqué parce que l'épaisseur était plus importante. Quelles sont les limites des lasers multispot? Il y en a, surtout sur des impacts assez nombreux. C'est la diffusion du faisceau quand il y a une cataracte présente. C'est la focalisation qui est difficile en grande périphérie et on peut obtenir des impacts qui sont confluents et on va être amené à augmenter l'espacement de notre grille. Et enfin, ce sont des éblouissements plus importants décrits par le patient, voire par l'opérateur. Et ce sont des effets qui vont pouvoir être amendés par les nouvelles longueurs d'onde. Donc en conclusion, ce qui a changé avec l'administration multipoint de nos lasers, c'est qu'on a un meilleur confort, à la fois pour le patient et l'opérateur. On a une durée de traitement plus courte et on a moins d'effets secondaires en termes d'œdème maculaire secondaire et une meilleure sensibilité rétinienne. Les stratégies évoluent avec, par exemple, une stratégie concentrique pour la panphotocoagulation rétinienne, des traitements infraliminaires qui voient le jour et une séquence de prise en charge entre la cataracte, la rétinopathie périphérique ou maculaire qui est différente. Il faut maîtriser et bien connaître les contraintes du multispot avec la recherche de seuil qui est capitale, la focalisation qui est très importante et la gestion de la grille en fonction de la localisation ou de l'indication. Le futur sera constitué par les nouvelles longueurs d'onde, les traitements infraliminaires, on en a déjà un petit peu parlé, puis l'apport de l'imagerie, dont vont parler les orateurs suivants. Je vous remercie.